c'est tous les débris d'avions et d'hélicoptères russes qui ont été abattus. On a le patch Burn Moscow Again. Mes amis, nous sommes aujourd'hui chez une personne extrêmement importante. C'est un grand ami de l'Ukraine. C'est Xavier Titelman qui, comme on dit, corps et âme, donneront pour notre liberté. Et Xavier Titelman se donne corps et âme pour l'Ukraine en France. Il a servi dans les forces armées françaises, il a travaillé, servi dans un avion radar, n'est-ce pas? C'est-à-dire un radar qui accompagne l'aviation française lors de campagnes maritimes. Il chassait les sous-marins russes, il était opérateur radar. C'est la personne qui détecte l'ennemi et les cibles adverses. Il est très connu dans les médias français, car il fait un travail colossal pour analyser, d'un point de vue militaire et en tant qu'expert de l'aviation, ce qui se passe dans la guerre, ce qui se passe sur le front. Xavier Titelman, grâce à sa popularité en France, a collecté dès les premiers jours de la guerre des fonds considérables pour apporter une aide humanitaire à l'Ukraine, mais aussi pour soutenir les militaires. Il est l'un des rares à avoir su, dès le début du conflit, ce dont l'armée ukrainienne avait précisément besoin, et il savait où trouver tout cela en France. Nous allons maintenant nous entretenir avec lui, il va nous donner tous les détails. Mais je tenais aussi à préciser que Xavier a des médailles. Il a reçu des médailles ukrainiennes pour le mérite, pour le patriotisme, pour la bravoure ainsi que pour le courage exceptionnel. Et c'est quelque chose qui lui fait un grand honneur. Et cela fait aussi honneur à l'Ukraine car il y a en France un héros pour l'Ukraine et c'est très plaisant. Et nous allons commencer cet entretien en vous demandant, Xavier, de bien vouloir vous présenter. Xavier, dites-nous quelques mots sur vous. Alors, sur mon engagement, moi j'ai commencé, je suis intéressé par les choses militaires depuis toujours. Et d'une manière générale, j'expliquais les questions de défense, d'aéronautique dans les médias. Et j'avais un blog. Et tout a commencé pour moi sur la Russie en 2014, quand ils ont abattu le vol Malaysia Airlines MH17. J'ai voulu expliquer exactement qu'est-ce qui s'était en train de se passer. Et comme j'étais plutôt sur les explications techniques et pas sur la propagande russe, j'ai été attaqué par les Russes. Et ils ont attaqué mon blog. Et puis comme mes analyses étaient techniques, l'ambassade d'Ukraine a commencé à partager des tweets avec mes articles et mes analyses. Et là, les Russes ont commencé à m'attaquer, ils ont attaqué mon blog. Et comme je suis un peu bête, quand on m'attaque, moi je monte d'un niveau. Et ça a été le début de mon engagement pour l'Ukraine depuis 2014 contre la désinformation, etc. Super. Et Xavier, je ne peux pas ne pas vous poser la question de l'actualité fraîche, parce que je suis aussi votre lectrice. Je lis toujours votre tweet et quand j'ai besoin de l'information d'urgence et l'analyse précise, correcte, fiable, je regarde qu'est-ce que Xavier Titelman écrit. Donc hier soir, j'ai vu, vous avez beaucoup commenté le dernier discours de le chef de l'état-major de l'armée française, qui est un discours qui m'a bouleversée. Je me dis, ah mais c'est incroyable, mais enfin on entend le discours qu'on a tant entendu, mais j'ai vu également que les médias français étaient explosés parce qu'ils ont retiré juste une phrase, sacrifiant nos enfants. Donc j'aimerais bien avoir votre commentaire à ce sujet, s'il vous plaît. Ce qui est difficile en France, c'est qu'on est, et comme dans tous les pays d'Europe, y compris en Ukraine maintenant, il y a beaucoup de propagande russe qui arrive à toucher et à être aussi diffusée par des influenceurs qui veulent juste être visibles dans les médias, ou alors des politiques qui sont vendus, qui sont des corrompus. Et alors, quand le chef d'état-major français dit « si l'Ukraine tombe, la Russie va nous attaquer », ce n'est qu'un constat de la réalité. Donc, à défaut d'aider davantage l'Ukraine, tel que les militaires pensent qu'il faudrait le faire, eh bien les militaires disent qu'il faut se préparer à un choc majeur avec la Russie. Un choc, pas parce qu'on veut la guerre, mais parce qu'une guerre qu'on subirait. Donc il faut s'y préparer. Et plus on s'y prépare, plus on a de chances de réussir à l'éviter. Mais il faut se préparer matériellement, en achetant du matériel, des équipements, et il faut s'y préparer mentalement, en étant prêt à engager des forces et donc à mourir. Et donc, les propagandistes, les Russes, ont commencé à répéter juste cette phrase-là, « On va mourir pour l'Ukraine, qui veut mourir pour l'Ukraine ?» Mais personne ne veut mourir pour l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine ne demande pas qu'on meure pour elle, elle demande qu'on l'aide. Exactement. Oui. Et cette petite phrase a commencé à faire une polémique. Et donc moi, j'ai simplement essayé de contredire ce mensonge.
l'objectif n'est pas de mourir pour l'Ukraine, l'objectif est de soutenir l'Ukraine et d'être prêt à une confrontation avec la Russie pour éviter qu'elle ait lieu. C'est vraiment ça l'objectif. Et simplement rappeler ces vérités aujourd'hui. Heureusement, la majorité des Français sont quand même conscients, mais cette petite musique, malheureusement, elle prend beaucoup de place et de plus en plus de place, notamment dans les deux extrêmes. Oui, mais merci beaucoup parce que c'est très précieux. C'est vraiment très précieux ce commentaire parce que moi aussi, j'ai senti qu'on va absolument tirer seulement cette phrase-là sans les circonstances qui vont avec. J'ai trouvé que comme opération de communication, c'était assez brillant pour vraiment réveiller un peu les Français. Mais je sais que vous êtes à l'origine de notre initiative qui est vraiment bouleversante pour les militaires français. C'est cette fameux bouclier du ciel. Et j'aimerais bien que vous parliez un peu plus. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Après, on ne sait jamais quelle est notre part dans les efforts. Est-ce que c'est 1%? Est-ce que ça a été vraiment important? Par exemple, la première chose sur laquelle je me suis engagé, c'est les Mirage 2000. J'étais le premier à dire les Mirage 2000, les avions français, on pourrait les utiliser en Ukraine pour plein de missions. Donc, c'est à vous que nous devons remercier si les Mirages sont apparus sur le ciel ukrainien. Mais j'ai fait la première pétition sur le sujet. J'ai obtenu la signature des représentants français, du président de la commission de défense, des gens influents. Peut-être que ça se serait fait dans tous les cas. Donc ça, c'était la première initiative vraiment où j'avais poussé de tout ce que je pouvais faire médiatiquement. Et la deuxième, elle est plus récente, c'est Sky Shield. Sky Shield, avec un député qui est très impliqué également, et puis des personnalités de la société civile, on a voulu relancer cette initiative dont on parle un petit peu pour protéger l'ouest de l'Ukraine avec nos avions, éventuellement avec nos batteries de défense aérienne, en disant on ne peut pas, alors on est tous convaincus, on ne peut pas continuer à simplement regarder les Ukrainiens se faire taper dessus, les civils, qui sont les cibles de 93% des missiles russes, et puis dire, bon, bah, quand ça survole la Pologne, c'est grave, quand ça survole la Roumanie, c'est grave, mais quand ça tue des Ukrainiens, c'est pas grave. Exactement. C'était ça ma réaction tout le temps. Et en plus, quand les Roumains ont un avion, un missile qui survole leur espace aérien, ils le suivent, et puis ils vérifient que ça retourne en Ukraine, puis là, c'était pas chez nous. Comment est-ce possible? Donc, il faut intercepter tous ces missiles. 2, il faut intercepter tout ce qui passe à notre portée. On a la Roumanie qui évacue des villages à la frontière parce qu'il y a trop de bombardements de l'autre côté de la rivière en Ukraine. Bah, interceptez-les, les missiles. On a le système, on a les équipements. Et donc Sky Shield, c'est non seulement s'autoriser à détruire tout ce qui est russe et qui passe à notre portée, mais envoyer nos avions pour intercepter les missiles sur Lviv, sur Ivano-Frankivsk, sur Rivne. Ces avions qui sont basés en Pologne et en Roumanie pourraient faire ce trajet et revenir se poser en Pologne et en Roumanie. Et la crainte de tous les pro-russes, mais vous allez être en guerre avec la Russie. Non, parce que quand on fait ça, on n'abattra jamais un avion russe. On ne fait que protéger des civils. Donc nous, on ne risque pas de se faire détruire. On ne risque pas de détruire. Et les Ukrainiens, eux, ils sont mieux protégés, mais ils peuvent aussi prendre leur défense aérienne sur ces villes et mieux protéger les autres villes du pays. Donc ça, ce serait un effet bénéfique pour l'OTAN, qui sera mieux protégée avec une sorte de surface tampon, pour les Ukrainiens sur le terrain, mais aussi pour les militaires qui pourraient avoir plus de défense pour le front. Mais où nous sommes côté ministère de la Défense? Alors, les militaires, ils sont favorables, même s'ils ne peuvent pas le dire. Donc on a réussi à obtenir la signature de 2 anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air, des anciens commandants des opérations aériennes de l'armée de l'air, de France, de Belgique. Moi, c'est les pays francophones, mon truc. Donc on a obtenu plus d'une quinzaine d'officiers généraux de très très haut niveau qui soutiennent cette opération. Donc on sait que militairement, il n'y a pas de problème. On a des notes techniques qui expliquent comment ça fonctionne. On a des diplomates, l'ancienne diplomate française auprès de l'OTAN qui soutient. Donc on a vraiment des gens très haut placés. Et après, c'est une volonté politique. Donc on a été reçus à l'Élysée, en petit comité, on était 3, avec le plus haut représentant, conseiller diplomatique et militaire du président Macron. Ils nous ont écoutés d'une oreille très attentive. On a senti qu'ils étaient plutôt favorables à cette initiative. On a expliqué, avec la pétition, avec la soirée qu'on a organisée, qui était un grand succès, avec plus de 800 personnes, on a rempli la salle, on avait plus de demandes que de places. Oui, j'y étais. Tu y étais? Bravo. J'étais en Ukraine à ce moment-là. Je me souviens, j'ai vu les extraits sur les vidéos. Eh bien, une semaine après,
on a le ministre des Affaires étrangères qui a officiellement dit que la France soutenait cette initiative. C'est officiel. Donc maintenant, est-ce qu'on a un autre partenaire? La Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, je ne sais pas. Dans l'Europe, c'est ça qui est un peu triste, il faut qu'on soit en coalition. Moi, je dis que la France pourrait y aller toute seule, en disant, bah, la France protège Lviv. On se donne ce rôle-là. Politiquement, il faut être 2 ou 3, et que la Pologne accepte de baser les avions. Et ça dépasse notre capacité de mettre une pression médiatique. Mais le dernier point, c'est qu'on a réussi aussi à obtenir bénévolement un sondage d'opinion sur cette question. Souhaitez-vous que nos avions français interceptent les missiles russes au-dessus du territoire ukrainien? 63% des Français soutiennent cette initiative. Un engagement direct de notre armée contre le terrorisme russe. Et donc ça, évidemment, c'est une belle victoire d'un point de vue idéologique d'avoir le soutien de la population. Bravo, mes amis, nous sommes aujourd'hui les témoins de la naissance d'idées ici, en France, pour venir en aide à l'Ukraine. Nous nous rappelons tous que, dès le début de la guerre, nous avons tous demandé et supplié pour une seule chose, fermer le ciel, fermer le ciel. Bien sûr, ici, en France, tout le monde attendait des décisions des militaires, mais c'est grâce à des personnes comme notre invité d'aujourd'hui, Xavier Titelman. Et il y a aussi ses collègues qui ne pouvaient pas rester les bras croisés à ne rien faire. Ils ont imaginé ce magnifique projet dont Xavier vient de nous parler. Nous avons déjà entendu que ce projet est soutenu à tous les niveaux. Et maintenant, il ne reste plus qu'aux Polonais à autoriser le déploiement de ce projet sur leur territoire. C'est ainsi qu'en Europe naissent de nombreux projets de soutien et que se concrétisent enfin les vœux et les rêves pour lesquels les Ukrainiens prient et supplient ardemment. C'est grâce à l'engagement de nos activistes et grâce au soutien de nos bénévoles. Parfois, quand on a l'impression que tant d'Ukrainiens ont quitté le pays et que c'est une mauvaise chose, sachez que ce sont aussi nos ambassadeurs qui, ici, grâce à des gens comme Xavier, s'efforcent de faire énormément pour que l'Ukraine gagne cette guerre. Je voudrais te poser la question que je pose à tous les Français, surtout dans les médias et surtout les politiques français. À mon avis, il faut que les Européennes et les Français aussi comprennent que l'Ukraine doit absolument gagner cette guerre. Est-ce que tu crois que l'Ukraine pourrait gagner cette guerre? Déjà, il faut définir ce qu'on veut dire par gagner. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas militairement crédible d'espérer, malheureusement, que l'Ukraine puisse libérer la totalité de son territoire par les armes. Aujourd'hui, je ne vois pas quels moyens matériels et humains permettraient de le faire. Si les États-Unis donnaient 3000 chars, 200 avions de chasse, oui, il faudrait que les Ukrainiens lèvent 1 million d'hommes de plus. Mais j'imagine pas que l'Ukraine, aujourd'hui, reçoive cet équipement des États-Unis, et l'Europe est trop pauvre, matériellement, pour fournir cette masse. S'il fallait le produire, il faudrait 10 ans. Donc c'est pas possible. Donc aujourd'hui, une victoire ukrainienne voudrait dire que, aujourd'hui, pour moi, l'Ukraine a déjà gagné. L'Ukraine existe. Le Donbass n'est pas occupé. Les Russes n'ont pas réussi à obtenir un changement de gouvernement. Stratégiquement, ils sont écrasés. Ils ont perdu des milliers, des dizaines de milliers de blindés et plus d'1 million d'hommes. C'est une victoire, mais il n'y a pas de victoire totale. Avoir résisté est une grande victoire. Et malheureusement, aujourd'hui, si la justice était là, on s'arrêterait et les États-Unis mettraient la pression sur les États-Unis. Sur la Russie. Et les États-Unis mettraient la pression sur la Russie pour que l'agresseur cesse d'attaquer et pour lui mettre la pression pour simplement que justice soit faite. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe est complètement invisible. Politiquement, économiquement, on aide. Ça, il faut quand même le dire. L'Europe permet à l'Ukraine de tenir. Matériellement, l'Ukraine fait beaucoup toute seule. Nous avons enfin aujourd'hui les résultats des efforts qui ont été lancés en 2022 avec de la production de blindés, des systèmes de défense. Ça commence enfin un petit peu à arriver, mais c'est très lent. Et donc malheureusement, une victoire ukrainienne, telle qu'on l'entend, j'y crois plus. On a raté l'occasion en 2022. En 2022, si on avait fait le nécessaire, on serait en paix
On aurait sauvé des gens, on n'aurait pas eu 700 000 déportés dans les zones occupées. Et donc on a raté une grande occasion. Mais les conditions d'un cessez-le-feu et d'une paix doivent permettre de considérer que l'Ukraine aura gagné. Elle aura gagné sa guerre d'indépendance, pour toujours. Le fait d'avoir une certitude qu'elle sera forte, qu'elle sera dissuasive, ça, ce sera une victoire. Aujourd'hui, l'Ukraine, tous les Ukrainiens qui sont ici, une immense majorité d'entre eux, ils attendent de pouvoir retourner chez eux. Et quand on va en Ukraine, j'y ai été 16 fois depuis le début du conflit, j'ai l'impression que les gens ont une foi dans leur avenir, plus que les Français quand ils parlent de leur avenir. Quand tu regardes la France, comment elle était détruite en 1945, les 30 années qu'ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont été les plus belles années pour la France, en termes de croissance, en termes de retour, en termes de technologie. Et quand tu regardes l'esprit ukrainien, les technologies qu'ils ont développées, le savoir-faire qu'ils ont, qui est unique au monde, je suis convaincu que toutes les grandes industries du monde vont venir en Ukraine pour reconstruire ce pays parce que c'est un investissement qui va être rentable. Comme la Pologne, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, la Pologne était plus pauvre, moins industrielle et moins peuplée que l'Ukraine. Quelle est la différence? Les Ukrainiens ont vraiment adopté le modèle européen avec le soutien. Et je pense que l'Ukraine aujourd'hui va suivre cette voie. J'ai simplement posé la question à Xavier pour savoir s'il croyait encore en la victoire de l'Ukraine. Et il nous a alors expliqué en détail quel était le problème aujourd'hui, soulignant que ce n'est peut-être plus la victoire que nous imaginions en 2022, mais il nous donne de l'espoir car les Français gardent espoir et il espère que malgré tout, l'Ukraine a déjà gagné car elle est restée indépendante, souveraine et le monde entier la connaît désormais. Et voilà, tout ce que vous avez entendu, c'est ce que Xavier nous a confié. L'un des buts de ce film, c'est casser le mythe que la France est fatiguée, que l'Europe est fatiguée de la guerre en Ukraine. Et comme tu es très présent dans les médias, hier on a eu une rencontre absolument formidable avec un reporter de guerre, autre reporter de guerre de France Télévisions. On voulait avoir ton opinion sur le rôle des médias français dans cette guerre. On sait qu'il y a les photographes, les journalistes français qui sont morts sur le front. Il y a aussi les combattants français, il faut absolument qu'on les cite aussi. Est-ce que tu peux toucher cette question-là, s'il te plaît? Alors, l'engagement des Français, il reste quand même stable, voire même il remonte. Depuis que Trump était arrivé, qu'il a été agressif avec Zelensky en février dernier, il y a un soutien à l'Ukraine qui a augmenté. Moi, je le vois par les dons qu'on reçoit. Les dons, en gros, via ma communauté sur YouTube, c'est plus d'1,5 million de personnes, on a collecté en gros 1 million d'euros par an. Et bien cette année, parce que Trump est là et qu'on sent bien qu'il faut aider davantage, on va battre ce record. Donc ça, déjà, les gens restent présents. Dans l'opinion publique, le soutien français à l'Ukraine a augmenté. Donc il y a un retour, oui il y a une fatigue, mais il y a une conscience que l'Ukraine nous protège. Et que soutenir mieux l'Ukraine, c'est éviter une guerre future. Et je pense qu'on n'aidera jamais suffisamment l'Ukraine, à titre personnel. Mais donc les médias laissent peut-être plus de place à des propagandistes parce qu'il faut une pluralité, etc. Mais en réalité, ça n'accroche pas. Il y a 30-40% des personnes, et c'est une proportion qui est plutôt en baisse, même dans des partis d'extrême droite, par exemple, qui sont historiquement très pro-russes, eh ben on a une baisse de cet amour de la Russie que je ne m'explique pas encore aujourd'hui. Je vois les audiences de ma chaîne YouTube. Quand on parle un peu moins d'Ukraine à la télé parce qu'il y a de la politique, ma chaîne YouTube bat des records d'audience. Donc les gens cherchent de l'information, ils veulent savoir, ils sont inquiets. Et puis quand on voit aussi ce qui arrive sur place, je ne parle pas de l'aide gouvernementale, je parle vraiment des combattants, les combattants français que j'accompagne, que tu connais pour certains d'entre eux. Il y en avait une centaine au début de la guerre. Il y en a qui partent, il y en a qui sont morts malheureusement, plus d'une trentaine de Français qui sont décédés, dont des copains. Moi, les statistiques, j'ai des copains à l'hôpital, j'ai des copains dans des cimetières. Donc, les Français continuent à arriver. Des Français qui finissent leur contrat de 5 ans, ils finissent l'armée, ils vont en Ukraine maintenant. Et je viens de rencontrer, là, il y a 10 jours je viens de rentrer, j'en ai rencontré encore des nouveaux. Donc cet engagement de la population qui comprend les enjeux, qui sait que l'Europe est attaquée, que nous sommes menacés, que nous sommes les prochains, que déjà aujourd'hui la Russie organise des attentats sur notre sol, détruit nos infrastructures, nous attaque psychologiquement, et
On ne peut pas juste regarder en restant les bras ballants et rien faire. Évidemment, les gens comprennent qu'on est les prochains. Et donc c'est pour ça que ce soutien, au moins cette volonté de soutien, reste très ferme, et que le soutien physique est limité par ceux qui sont opposés. On veut donner plus à l'Ukraine. Ah oui, mais il nous faut nos retraites. Oui, mais il y a un moment, il faut faire un choix. Si on baisse pas un petit peu le niveau des pensions, si on réduit pas un petit peu les dépenses dans un domaine, effectivement, on ne pourra pas aider l'Ukraine et bâtir une défense forte. Il y a d'autres pays qui économiquement vont un peu mieux. L'Allemagne peut faire plus parce qu'ils dépensaient quasiment rien dans leur défense. Ils avaient beaucoup d'excédents, donc ils ont pu augmenter leur défense. La France est un petit peu coincée, une population qui serait peut-être plus volontaire que les autres, des militaires qui disent on s'est désengagé d'Afrique, ou on est mort en Afrique. Pour ces gens qui maintenant nous détestent et nous crachent dessus, les Ukrainiens, eux, ils méritent. Et eux, ils se défendent contre la même menace que nous, qu'on risque d'être confrontés. Donc quand vous en parlez aux militaires, ils sont favorables. Quand vous en parlez à la population en général, et tous les sondages le montrent, ils sont favorables. Et quand vous regardez l'état des dons, cette année va être le record. Donc les Français sont là et resteront là, et je pense que c'est le cas de la majorité des gens avec lesquels j'ai pu travailler dans les associations. Personne n'est démotivé, tout comme les Ukrainiens continuent à se battre, on continuera à se battre. Xavier, ce qui me touche particulièrement dans ce soutien des Français, tu as parlé des 63% qui soutiennent l'idée de couvrir le ciel, mais je sais qu'il y a aussi les vrais sacrifices en vie. Il t'a parlé de tes amis qui sont dans les cimetières. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ces guerriers français? Pourquoi ils sont allés en Ukraine? Qui c'étaient ces gens-là? Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté quand ils ont été là-bas? Alors, quand on parle avec les combattants étrangers qui sont venus en Ukraine, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la Légion, etc., c'est des idéalistes pour une partie d'entre eux. C'est des gens qui voient que c'est la maison Europe qui est attaquée. Et ils défendent l'Ukraine, tout comme il y a des Français qui étaient se battre contre les nazis ou contre les fascistes en 1936. Donc ça, c'est un petit peu cette internationale des gens qui savent qu'il faut se défendre parce que si ça se dégrade, ce sera pire. Il y en a qui y vont pour sauver des enfants. Je pense à Franck, par exemple, le tireur d'élite. Aujourd'hui, il a plus d'une 60aine de Russes à son actif. D'ailleurs, j'ai plus de médailles que lui, c'est pas normal. Mais ces gens-là, ils vont parce qu'ils veulent protéger des enfants. Je pense qu'il va avoir ces médailles. J'espère, il le mérite plus que moi. Mais au final, il y a peu de gens qui vont, comme on voit dans les médias, les journalistes, les politiques, oui, ils défendent la démocratie, etc. Non. Les combattants, ils viennent sauver des vies. Ils viennent éviter que ça se dégrade. Ils viennent comme un pompier va éteindre un incendie. Et après, sur place, il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a une fraternité. Il y a une fraternité avec leurs frères, avec lesquels ils se battent. Il y a une sensation de faire partie d'une communauté. Et moi, je suis très très loin de ça, mais quand je vais en Ukraine, on sent cette solidarité. On va dans une maison de retraite, ils sont en train de tisser des fils, on va dans une usine, ils sont en train de travailler, on va dans une université, ils sont bénévoles le soir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'on fait partie d'une équipe unie, soudée, avec un objectif commun. Et même si c'est dur, même s'il y a des souffrances, eh ben on empêche les hordes de orques de conquérir ce pays. Et quand on ne peut pas juste dire qu'il y a des enfants qui sont déportés à 3 heures d'avion de Paris, et puis dire que c'est pas si grave. Quoi. Ça n'existe pas, ça. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont des idéalistes, qui sont engagés. Et par exemple, j'étais chez Azov la semaine dernière, ce qui était rigolo également, c'est que c'est très loin de la propagande russe. Chez Azov, il y avait un gauchiste. J'ai fait une interview qui va apparaître sur ma chaîne avec un Marocain. Il y avait un Afro. Eh bien, les Noirs chez Azov, ça va à contradictoire avec la propagande. Mais parce que tout le monde comprend la réalité de cette guerre et tout le monde devrait être plus impliqué. Donc il y a une petite partie des gens qui savent se battre et qui sont pertinents, mais c'est des militaires de l'armée ukrainienne, comme un autre militaire de l'armée ukrainienne. Juste, ma communauté, le thème, c'est de soutenir les combattants francophones. Donc il y a des anciens légionnaires, etc. Donc eux, ils ont peut-être parfois la chance d'avoir un soutien supérieur parce qu'ils vont avoir des jumelles de vision nocturne, ils vont avoir des voitures.
Donc ils sont un peu mieux équipés que la moyenne des Ukrainiens. Et c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à survivre peut-être aussi bien et faire du bon boulot. Tu sais, chaque fois quand j'interviens en conférence en France, je commence toujours par une même phrase. Votre solidarité, ce sont les ailes de notre résilience et de notre résistance. Et Xavier, merci infiniment pour tout ce que tu fais. Merci, Oksana. Mes amis, vous savez, chaque fois que je donne mes conférences en France, et je fais vraiment une tournée à travers la France pour parler de l'Ukraine et leur parler des sources de notre résilience, je commence mes conférences par ces mots. Votre soutien et votre solidarité avec l'Ukraine sont les ailes de notre résilience et de notre résistance. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de rencontrer une telle personnalité, notre très cher et fidèle ami venu d'Ukraine. Il est vraiment l'un des piliers essentiels sur lesquels repose le soutien français à l'Ukraine. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.